Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, le podcast pop culture qui fait tellement de digressions que le sujet du jour sera donc un sport. Comme toujours, je suis Ptid et je suis avec mon sparring partner, Huff. Hey, yeah. Comment ça va, Huff? Salut Ptid, très bien, comme d'hab. Hein. Je suis solide sur les appuis, j'attends la balle au rebond. Parfait. Voilà. Et avant de commencer notre focus du mois... Avant de commencer le focus et même avant de commencer donc nos petits trucs cool, je pense que tu allais l'introduire. Oui. Je voulais bien sûr parler du sponsor du jour. Ah, c'est quoi? Sponsor du jour, aujourd'hui nous sommes sponsorisés par Ratafia de Marseille. Eh oui, le fameux Ratafia de Marseille. Et je suis très fier de vous présenter cette sponsor parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment, c'est une bouteille que j'ai eue en cadeau. Ah voilà. Et d'ailleurs, je vous fais le test. Je croyais que tu l'avais jeté. Ça vient... c'est dégueulasse, mon Dieu. C'est vraiment horrible. Celui qui t'a fait le cadeau sera content de le savoir, je pense. Ouais, mais il le sait que c'est vraiment imbuvable ce truc. Mais bon. On l'embrasse, il se reconnaîtra. Je m'en sers aussi pour nettoyer les jantes de la voiture. Pour déboucher les toilettes. Voilà, mais sinon, je te rends la main. C'était juste pour le petit clin d'œil et la sponsor, évidemment. Donc, Ratafia de Marseille, si vous nous écoutez... Ok. Et oui, avant de commencer notre focus du mois, donc j'allais dire, est-ce que tu as un petit truc cool en ce moment dont tu aimerais nous parler? Eh bien, écoute, j'avais commencé donc The Rings of Power il y a quelques semaines. Mais bon, j'en suis qu'à 2 épisodes et ça m'a un peu saoulé. Ok. Et avec Jouji, en fait, elle m'a dit « Oh, viens, j'ai trouvé une série, on va essayer de la regarder parce que sinon on regardait rien ensemble. » Donc là, on l'a enfin fini, enfin la première saison. Hein. Ah, peut-être on regarde la même chose. Ah bon? Tu crois? Je sais pas. Je sais pas. Vas-y. Non, c'est une série qui s'appelle The Gentleman. 1, 2, 3. Ah non, The Gentleman. Ok, non, c'est pas ça. The Gentleman. T'en as entendu parler ou pas? C'est sur Netflix. Ça me parle vite fait. J'ai vu le titre passer, mais je sais même plus de quoi ça parle. Donc c'est une série qui est produite par Guy Ritchie. Ah oui, alors. Ouais. Tu le connais, ouais. Il y avait eu un film d'ailleurs. Ah voilà, j'allais te dire, il y avait eu un film de lui. 2019, il y avait eu un film, ouais. Et là, apparemment, c'est un genre de spin-off. Ok. Et c'est très cool. Enfin, par rapport, donc j'ai vu la différence. Rings of Power, et là, j'ai switché d'un coup sur ça. Bon, ça traite pas du tout du même sujet, évidemment. Il y a moins d'elfes. Pour vous faire le pitch un peu, c'est un type qui est militaire, qui retourne dans son pays en Angleterre, puisque son papa meurt, et son papa, c'est un genre de lord, machin. Ok. Et dans l'héritage, en fait. Lord of the Rings. Voilà, exactement. C'est le seul lien qu'il y a en fait entre les deux séries. Et dans l'héritage, en fait, il hérite de tout. Et il hérite aussi du titre, du coup, de lord ou de duc, je sais même plus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sous le château, en fait, en gros, il y a un énorme empire de drogue. Ah, ok. Et donc, il apprend un peu à naviguer dans ce monde-là maintenant. Et il y a de très bons acteurs d'ailleurs. Je sais pas si tu le connais, Daniel Ings. Tu dois le connaître. Enfin, il a une tête très très remarquable. Peut-être si je les vois, ouais. Enfin bon. Après, souvent, il arrive bien, Guy Ritchie, à trouver des acteurs charismatiques. Ouais, le perso principal c'est Theo James. Il a aussi une tête très connue en fait. Ok. Et il y a notamment aussi le type qui faisait Gus dans Breaking Bad. Ah oui. Gus Fring. Qui joue forcément aussi un genre de gentleman qui est dans la drogue, quoi. Après, lui, il est dans une série sur 2 à peu près. Oui, quand ça parle de drogue, en principe, c'est lui parce qu'il s'y connaît. Voilà. Il sait de quoi il parle. Donc voilà, série très... C'était pas exceptionnel, mais en tout cas, c'était très divertissant. Très bons acteurs, les personnages, ils sont bien écrits, l'histoire, elle est correcte. Enfin, voilà, une série normale, quoi. Très bien. Quand tu passes de Rings of Power à ça, tu te dis, ah ouais, d'un coup, premier épisode, j'étais vraiment attaché au personnage. Accroché. Et t'as des émotions, quoi. Il y a des moments de tension, quoi, où tu te dis, qu'est-ce qui va se passer, là? Et puis voilà, alors que l'autre, tu regardes en faisant autre chose, quoi, parce que c'est tellement... Voilà, bref. Ah, ben... Et est-ce qu'il faut avoir vu le film ou pas spécialement? Non, je crois pas, parce que j'ai pas vu le film, donc... Non, c'est totalement à part, je crois. Ok, très bien. Voilà. Et le tien? Et le mien, moi aussi, ça va être une série sur Netflix. C'est la série Nobody Wants This, dans laquelle on retrouve dans les rôles principaux Adam Brody et Kristen Bell. Ou Kristen Cloche, comme on aime l'appeler dans ce podcast. Ah, la fameuse. Et ouais. Donc 2 icônes de série d'ados qui se retrouvent ici dans une histoire d'amour entre un rabbin et une podcasteuse qui parle de relations sexuelles à l'antenne avec sa sœur. Sœur qui est jouée par Justine Loupé, alias Willa, la femme de Connor dans la série Succession, hein, pour les connaisseurs. Oula, tu m'as perdu là. Alors bon, ça révolutionne pas la comédie romantique ou quoi, hein, c'est pas la série de l'année, mais ça me rappelle tellement de souvenirs d'ado quand je regardais D.O.C. et Véronica Mars que je ne pouvais qu'apprécier de revoir ces 2 acteurs. Zioc, pour ceux qui... Zioc, ouais.
Seth Cohen, c'était un peu mon modèle geek dans Newport Beach quand j'étais au lycée. Et j'adore Adam Brody. Il était très bon aussi dans le film The Kid Detective, qui était sorti il y a quelques années, un excellent film. Donc voilà, c'est sympathique à suivre. Comme j'ai dit, c'est pas la série de l'année, mais voilà. C'est ton petit coup de cœur. C'est ça. C'est sur Netflix. Il y a pour le moment une saison de 10 épisodes d'une 20aine de minutes chacun. Et ça a été renouvelé pour une seconde saison. Et est-ce que c'est une série à Apatow? Non, il n'y a jamais eu de rapport entre ces séries-là et Apatow. C'était pas le même type de série, le même type d'acteur même. Je sais pas, il y avait Kristen Bell. Ah, c'est vrai. Ouais, mais elle a joué que dans Forgetting Sarah Marshall, je crois. Oui, je sais, mais bon, c'est vrai. D'emblée, maintenant, pour moi, elle fait partie de la bande à Apatow, c'est tout. Ah ouais, non, il y a des acteurs qui ont mis un pied dedans, mais qui sont ressortis. Ouais, ils ont vu, oula, où j'y suis allé. Allez, je me casse. Quelle erreur. Enfin voilà, on va pouvoir passer à notre sujet du jour. Youhou. Alors, j'ai une confession à faire. Ah. Je me suis mis au sport. Quoi? Moi qui déteste ça. Et oui, au padel. Du sport? Bon, enfin, tu t'entraînes jamais en fait, tu fais des matchs entre potes, c'est tout. Oui, mais c'est pas se mettre au sport. Non, mais je pensais de manière un peu plus. Parce que là, c'est un peu. Ouais, tu joues au ping-pong entre amis, quoi. Ah, j'ai fait des compétitions aussi. Bon, on va y venir. Ah oui, voilà. Bah, c'est les entraînements avec les potes quand même. Bah, les entraînements, oui, mais bon, je suppose qu'un joueur professionnel fait aussi des entraînements à part, de musculation, des squats, des trucs comme ça, oui, ce que tu ne fais pas. Des trucs du de kiné cardio, et tout. voilà, oui, ouais. non. Non, ça non. Oui, non, je fais un peu de kiné chez moi, mais ça va. Alors pourquoi parler ici d'un sport, me direz-vous, et quel rapport avec la pop culture? Mais quel rapport avec la pop culture? Eh bien, effectivement, vous aurez à moitié raison, parce qu'a priori, il n'y a pas trop de rapport. Ouais. Mais bon, on va le raccrocher au fait que depuis quelques années, c'est devenu un sport très à la mode en France. C'est vrai. Alors, je sais pas si le soufflet va retomber bientôt, mais en tout cas, pour le moment, c'est en expansion constante. De plus en plus de personnes s'y mettent, de plus en plus de terrains et de clubs ouvrent. Surtout les bobos, j'ai l'impression, s'y mettent. Ah, peut-être. En tout cas, j'ai quelques chiffres d'ailleurs pour commencer. Entre 2022 et 2023, le nombre de terrains en France a bondi de 48,8%, un chiffre lui-même presque doublé depuis 2022. Et sur cette même année, le nombre de pratiquants a augmenté, lui, de 50%. Et en cette fin d'année 2024, le nombre de joueurs et joueuses estimés est de 600 000 et le nombre de licenciés est de 60 000. Les licenciés qui ont augmenté de 91% pour cette année 2024. Ça fait beaucoup de chiffres. Je le conçois. Et 91%, c'est beaucoup quand même. Et toi, t'es licencié d'ailleurs. Ouais. Donc tu fais partie des 91% de... Tout à fait, des 60 000 bobos. Voilà. Bon, en termes de comparaison, le tennis, c'est plus d'1 million de licenciés. Bien que ce chiffre soit en baisse ces dernières années, ça reste quand même le sport individuel français numéro 1. Ah bon? C'est le tennis? Bah, sport individuel, oui. C'est pas le football? Ah oui, c'est vrai, le sport individuel. Oui, c'est un sport oui, c'est vrai, ouais. individuel qui se joue à plusieurs. Oui. C'est pas faux. Bah oui. Alors, si j'en parle, bien évidemment, c'est que je suis concerné. Je vais pas parler d'un sport random comme ça. Moi, je m'y suis mis il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant. J'en avais entendu parler depuis plusieurs années, parce qu'avec mon boulot de graphiste, j'avais déjà fait plusieurs présentations pour un client qui essayait de créer des médias sur le padel, à l'époque où c'était encore pas trop développé. Et finalement, c'est le papa d'un enfant dans la classe de filles qui nous a dit qu'il s'y était mis. Et donc, une soirée, on a testé avec plusieurs papas et j'ai tout de suite accroché. Ah, t'aimes bien les sports de raquettes, toi, parce que... Oui, j'allais y venir parce que je faisais effectivement du tennis de mes 5 à 15 ans. Oh là là. Et j'avais plus touché une raquette depuis pile 20 ans. Mais j'ai tout de suite retrouvé les sensations du tennis et surtout la convivialité du jeu en double. Alors si des gens du padel m'écoutent, ils vont me dire que ça n'a rien à voir avec le tennis et effectivement j'y reviendrai plus tard. Ah. Mais il y a quand même pas mal de mouvements similaires. Le padel, à ne pas confondre avec le... Paddle, avec les rames. Ouais, d'accord, mais aussi le... Et avec le paddle tennis. Ball ou c'est quoi? Le paddle tennis. Oui, ça c'est quoi déjà? Parce qu'il y a plusieurs trucs. Il y a le paddle tennis, il y a le pickleball aussi aux États-Unis, je crois. Le paddle tennis, j'ai vu. C'est en fait un cours de tennis, je crois, divisé en deux dans la largeur, je crois. Et tu joues un peu comme au tennis. Ça, le paddle, c'est comme ça, déjà? Oui, mais t'as les murs, quoi, et des grillages. Ah oui. Et paddle tennis, il n'y a pas de mur, d'accord. Apparemment, non. Ok, d'accord. Il y a encore un truc différent. J'avais vu le pickleball aussi. Je crois que c'est assez connu aux États-Unis, mais pas ici. Je crois que les balles sont différentes. Et la balle aussi. La balle, elle est molle. Elle est un peu spongieuse. Ok. Et ça peut se jouer aussi seul. Enfin, l'un contre l'autre, quoi. Bien.
En tout cas, petit à petit, on s'est créé un petit groupe de parents qui se sont mis au padel. On est pas mal à avoir pris un abonnement à notre tennis club et on joue maintenant 1 à 2 fois par semaine. Tous les prétextes sont bons pour pas être là le soir avec les enfants à la maison. Hein. On l'a compris. Eh bien, figure-toi qu'on y va exprès une fois que les enfants sont couchés. Oui. On commence à 21h. Contrairement à certaines mamans qui partent au pilates et, Aïe. et autres sports vers 19h. Non, c'est vrai, il y en a qui font ça. On ne donnera pas les noms. Aïe. Alors, on va faire un petit historique rapide du padel quand même. Ah bah oui. C'est un sport de raquette adapté du tennis qui a été créé par le Mexicain Enrique Corcuera en 1969. Alors, il n'avait pas assez de place pour créer un court de tennis autour de sa maison. Du coup, il a créé un court de 20 mètres sur 10 mètres, encadré de murs hauts de 3 et 4 mètres. Et il jouait à l'époque avec une batte plate en bois. En 1974, son ami le prince Alfonso de Hohenlohe, membre de la Jet Set International, vient lui rendre visite d'Espagne et il aime tellement qu'il ramène l'idée dans son pays. De là, il crée des cours et un ami millionnaire argentin adore également et celui-ci ramène le concept avec lui en Argentine. Du coup, de fil en aiguille, ça devient donc un sport très populaire en Espagne et en Amérique latine, avec une énorme progression dans les années 2000. De notre côté, en France, les premiers cours apparaissent au début des années 90, mais il faudra attendre le milieu des années 2010 avant que ce sport connaisse un vrai essor. Aujourd'hui, le padel est affilié à la Fédération française de tennis. Et oui, j'ai vu ça. Petit point sur les règles. Donc, on est sur un terrain de tennis en plus petit, avec pareil un filet central, sauf qu'il y a des murs en verre de 4 mètres sur les fonds de cours, des murs en verre de 3 mètres sur les côtés au fond, et des grillages sur les côtés plus proches du filet. Les raquettes, elles, sont plus petites que des raquettes de tennis, en général en carbone ou en fibre de verre, remplies de mousse et trouées, et elles s'attachent aussi au poignet avec une dragonne. Et ça, d'ailleurs, c'est très utile parce que ça m'est déjà arrivé de lâcher la raquette lors d'un smash raté. Oh, le type, quoi. Ouais. J'ai pas réussi à la récupérer quand même après, hein. J'ai essayé, mais j'arrivais pas à récupérer la raquette en plein point. Pour les balles, elles sont similaires au tennis, mais avec une pression inférieure. Au niveau des points, ça se compte exactement comme au tennis. On est sur du 15, 30, 40, avantage, jeu et 7. Et d'ailleurs, petit aparté, est-ce que tu sais d'où ça vient ce décompte des points ? C'était pas la distance, il y avait pas une histoire de distance ? Il s'y connaît un peu, Founé. Mais c'était en pied du coup, ou un truc comme ça, non ? Tout à fait. Oui, en fait, la personne qui avait créé le tennis à la fin du 19e siècle s'était inspirée du jeu de pommes, qui était pratiqué sur un terrain donc de 60 pieds avec un filet au milieu. Pomme d'Adam, Bernard Tapie. Ouais. Merci les inconnus. Les deux joueurs commençaient à l'extrémité du terrain et celui qui gagnait un point pouvait se rapprocher de 15 pieds à chaque point. Sauf au dernier, il se rapprochait juste de 10 pieds seulement pour pas être trop près du filet. Voilà. Pourquoi ils ont fait 65, on ne sait pas. Donc 15 pieds, 30 pieds, 40 pieds. Voilà. Vous en apprenez tous les jours avec Papa Cool. Et le service aussi, c'est différent aussi, hein ? Oui, ça aussi. Donc, en termes de spécificité et différence de règles par rapport au tennis, donc on a effectivement le service qui se fait à la cuillère après un rebond. Ah, c'est après un rebond carrément ? Ouais, là c'est après rebond, ouais. Ah ouais. Rebond derrière la ligne de fond, du coup. Ah ouais, ça je savais pas. Et tout comme le tennis, par contre, on sert en diagonale et il faut que la balle rebondisse dans le carré opposé. Au service, la balle, après le rebond, elle peut toucher le mur en verre, mais pas la grille, sinon c'est faute. Ça, c'est seulement au service. Parce que lors d'un échange, par contre, il est possible de toucher la grille adverse après le rebond. Et d'ailleurs, c'est même une très bonne technique pour gagner le point. Mais tu peux faire des aces, du coup, avec cette technique de cuillère ? Oui, ah bon et je dois dire, sans me vanter, que j'en fais pas mal quand même. Oh là là, ça y est de suite. Parce que je la prends bien en coupé, bien en bas, et elle rebondit pas trop dans le camp adverse, elle fait papapapam sur les murs, et voilà. Papapapam. Voilà, okay. Non, plutôt papapam. Papapam. Voilà. Et après le premier point, du coup, le serveur change de côté pour servir, mais grosse spécificité par rapport au tennis en double, son coéquipier, lui, ne switch pas de côté. C'est-à-dire que si le coéquipier était à gauche au premier point, il reste à gauche durant tout le set, pour la phase de service. Du coup, c'est que le serveur en fait qui passe de son côté, après qu'il doit retourner de l'autre côté. Ouais, il doit vite courir de l'autre côté. Et ça, au début, je connaissais pas bien les règles, on le faisait pas. Et faire 3 fois le tour du terrain à cloche-pied, et après il revient. Voilà, c'est ça. Après, pendant le point, bien sûr, on peut bouger où on veut, hein, mais effectivement, pour le service, ouais, tu restes chacun de ton côté. Donc, ça engendre quand même Il faut bien réfléchir à où on va servir et où on va courir avant de servir. D'accord. Ça ajoute pas mal de stratégies. Et d'ailleurs, au haut niveau, on peut souvent voir dans l'intitulé des classements les joueuses et joueurs évoluant du côté droit ou les joueuses et joueurs évoluant du côté gauche parce que c'est vraiment une spécialisation en fait. J'ai l'impression qu'une fois que les joueurs sont au haut niveau, ils switchent pas toutes les 2 minutes, quoi. Si un gaucher, il va plutôt se mettre à droite pour
la récupérer en coup droit au centre. Enfin, voilà. Comme Nadal. Ouais, Nadal, il fait du gauche-droite tout le temps, mais oui. Ouais, on sait que tu l'aimes pas. C'est bon. D'ailleurs, petit clin d'œil du coup. Il est pas parti encore, lui? Si, ça y est, il a annoncé sa retraite. Bon, ça fait déjà un moment. Ouais, il a annoncé, mais bon. Ça fait un mois, mais oui, non, il va encore faire la Coupe Davis, je crois. Encore 3 ou 4 Coupes Davis. Non, mais c'est fini, c'est fini. Écoute, Okay. Attends, on peut lui rendre hommage quand même, merde. Fais-le si tu veux. Comment on fait pour se rendre hommage? On se gratte le cul entre les poings ou on fait quoi? Mais quel dédain. Mon Dieu. je vais quitter ce podcast. Mais non, mais grand champion, énorme champion, et puis on t'aime, Rafa. J'ai toujours préféré Federer, que dire. Mais on s'en fout. Moi aussi, j'aime Federer. Grand champion aussi. Et oui, il nous fédère. Oui. Et pour en terminer avec les règles, lors des échanges, après un rebond au sol, la balle peut toucher n'importe quelle autre surface plusieurs fois, que ce soit les murs ou les grillages, etc. L'adversaire devra renvoyer la balle avant qu'elle ne touche une deuxième fois le sol, ou bien sûr 0 fois si on la prend en volée, hein, ça on a le droit aussi. Et est-ce que le court est ouvert au niveau des extrémités au milieu, central? Du filet là, non? Il y a pas une ouverture? Oui, c'est ça. Et donc tu pourrais shooter à travers l'ouverture? Shooter à travers l'ouverture? Oui, si tu te retrouves à sortir et que tu es assez rapide pour... il me semble que j'ai vu une vidéo où un type avait fait un truc comme ça. Oui, oui, tu dois pouvoir. Après, franchement, là, c'est des trucs qui n'arrivent jamais. Hein. C'est qu'en championnat international ou quoi, qu'ils arrivent à sortir du terrain pour aller récupérer la balle dehors. Ah, c'est pas à ton niveau encore, ouais. Eh non. Par contre, ce que tu peux faire, et ça qui est réalisable, moi j'ai jamais fait, mais j'ai déjà joué avec quelqu'un qui l'a fait pendant notre match, c'est une fois que t'es à la volée, tu tapes la balle et elle rebondit une fois dans le court et elle sort par la porte, quoi. Oui, voilà, oui, ça par exemple, ouais. Ça, oui. Ouais. Ou alors elle sort par derrière, quoi, tu fais un home run. Quoi? Ah oui, si ça sort par au-dessus des murs, voilà, oui. Oui, bah oui. Ah oui, j'en ai pas parlé, ça s'appelle les par 4, si ça passe au-dessus du mur de 4 mètres après avoir rebondi au sol, ou des par 3, si ça sort du côté des murs. Et ça fait plus de points du coup? Pas du tout. D'accord, c'est juste pour le style. Oui, c'est pour le style. D'accord. Après, comme au tennis, on est sur les mêmes coups de base, hein, coup droit, revers, smash, mais avec une utilisation assez accrue des lobes, hein, parce que la stratégie, ça va être soit d'avancer à 2 au filet pour mettre à mal ses adversaires, soit de défendre à 2 en fond de court. Contrairement au tennis en double où en général il y a un volleyeur et un défenseur et voilà, ils jouent comme ça, quoi. Mais si tu fais ça au padel, tu crées en fait des trous dans ta défense et l'adversaire va pouvoir utiliser ces trous pour t'allumer, quoi, en fait. Mais est-ce que tu l'as sûrement dit, mais je sais plus, est-ce que tu peux toucher le mur avant de toucher le parterre? C'est autorisé, ça? Non. Ah non, ça doit d'abord rebondir et après ça peut rebondir contre le mur. D'abord au sol et après... ouais. Parce que je me disais... Ah oui, non, sinon après c'est n'importe quoi. Sinon c'est rigolo. Faudrait essayer un jour, mais je pense que tu fais ça à un point et après tu le fais plus, quoi. Tu bourrines comme un dingue tout au fond. Et... Après, il y a aussi pas mal de coups spécifiques au nom espagnol, mais bon, je les connais pas super bien. Quand même, moi je voulais que tu me dises la différence entre une bandeja et une bibora. La bandeja, ouais. Et ben justement, je les connais pas tant que ça. C'est des mi-smash, mi-volée sur les côtés. Et il y en a où tu enroules ta raquette autour de la balle, donc ça fait un effet un peu spécial. Enfin voilà, pour tout ça, vous irez voir les explications sur Internet si ça vous intéresse. Moi, juste pour une première approche du sport et pour l'expliquer, je vais pas commencer à parler de ces coups. Ouais, d'accord. Et la contre-pared? Ah, celui-là, je le connais pas. C'est quoi? Ça veut dire contre-mur, c'est tout. Contre-mur. Et ils te disent pas ce que c'est, là où tu regardes? C'est une situation dans laquelle le joueur frappe la balle contre la vitre afin de la renvoyer dans le camp adverse. Ah oui, d'accord. Ah, tu peux faire ça donc? Oui. Ah, ça, on le fait souvent, oui. Quand on est un peu trop dépassé, en fait, t'es en fond de court, la balle rebondit par terre, la balle rebondit contre le mur. T'as pas eu le temps de te retourner ou t'étais pas déjà au fond de court pour la renvoyer. Tu la prends in extremis et tu la tapes contre le mur pour qu'elle retourne dans le camp adverse. Ah, d'accord, non. Tu la tapes contre ton propre mur, en fait. Voilà. Ouais, enfin. Ça, t'as le droit. Contre tous les murs qui sont de ton côté, en fait. Sur le côté, c'est bon aussi. Voilà, c'est ça, oui. Pas les grilles, par contre. Ah, sur le côté, non, du coup. Sur le côté, il y a moitié en mur et la moitié qui est plus proche du filet, c'est en grille. D'accord, mais le mur, c'est OK. Ça, tu peux, ouais. Ouais. Et ça, d'ailleurs, tu te retrouves à le faire, tu peux le faire assez souvent, ouais. OK. Non, après, tu peux le faire aussi contre les murs latéraux, mais les murs latéraux, c'est quand même plus difficile d'avoir le bon angle. Mais ça arrive, hein. En général, quand ça arrive, c'est que tu n'as pas tant fait exprès que ça. Ouais. Pour que ça retourne dans le camp adverse, ouais. Donc ça, c'est contre Pareda? Contre Pared. Très bien, ben, tu vois. Voilà. C'est toi qui m'en apprends, je savais pas qu'il y avait un nom spécifique pour ça. Et est-ce que tu sais qui c'est, donc Alejandro de la Mancha? Non. À ton avis? Le numéro 1 mondial? Non, je l'ai inventé, c'est tout. Ah, ok. Parce qu'il y a Galan, il y a qui? Il y a Lebron. Il y a Chincoa. Juan Lebron Chincoa. Ben c'est Lebron. C'est le premier mondial ou deuxième. Enfin, de toute façon, après, il y a Fernando il tourne dans les 4 premiers, Balasteguin.
Alejandro Galán. Eh oui, Alejandro Galán, ouais, je croyais que tu allais me parler de lui. Oh putain, 9e, Ptid, incroyable. C'est fou ça. Incroyable. Ça y est, je suis passé devant Hanouna alors. Mais est-ce que c'est mixte tout le temps, enfin, par rapport au tennis où si on fait une femme contre un homme, la femme va avoir un homme, mais pour les matchs amicaux, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous. Par contre, pour les compétitions, non, t'as des compétitions hommes, des compétitions femmes et des compétitions mixtes. Ouais. D'accord. Après, il y a pas mal de compétitions mixtes. Ça, au tennis, par exemple, au tennis, le double, déjà de base, on n'en entend pas parler. Mm-hmm. Et les compétitions mixtes, ça existe, mais t'en entends jamais parler, quoi. Mm-hmm. Attention, du coup, par contre, c'est un sport où on est énormément sur ses appuis. Comme tu le disais, t'étais prêt sur tes appuis. Mm-hmm. Sans cesse dans des changements de direction. Donc, j'ai remarqué que pas mal de joueurs se blessent aux cuisses, aux hanches. Mm-hmm. Perso, moi, le lendemain d'une partie, j'ai mal aux genoux et aux chevilles. Alors, les chevilles, peut-être, c'est quand je me vante trop de gagner, mais... Mm-hmm. Oui, parce qu'elles enflent. Bah oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que souvent, moi, la partie basse du corps, des jambes, ça me fait assez mal. Après, ça, c'est la vieillesse. Hein, mais voilà. Bah, c'est sûr que si tu t'entraînes pas à côté... Et tu fais des étirements aussi ? Non. Au début, j'en faisais parce que j'étais vraiment cassé. Non, mais je suis de moins en moins... C'est plus les mêmes mots que j'avais au... MAUX. Que j'avais quand j'avais commencé la pratique, il y a 1 an, quoi. Mm-hmm. C'est différent maintenant. Et d'ailleurs, alors au bout d'1 an de pratique, j'ai pu faire un petit point de ce que j'aimais et ce que j'aimais moins dans ce sport. Mm-hmm. Donc dans les plus, c'est qu'on peut déjà s'amuser très vite. Il suffit d'avoir déjà touché une raquette et dès les premières parties, on peut vraiment s'amuser, quoi. On peut progresser aussi très rapidement. Il y a peu de sports, j'ai l'impression, où tu peux commencer à faire des tournois au bout de quelques semaines ou de mois selon ta fréquence de jeu, quoi. Mais t'arrives encore à progresser, toi, avec le niveau que t'as ? Ah, écoute, j'essaie, j'essaie toujours de m'améliorer. Quand même, ouais. Oui, non, mais bien sûr, t'en apprends vraiment tout. À chaque fois que tu joues, tu peux apprendre des nouveaux trucs. Ouais, c'est ça qui est cool, quoi. Et c'est aussi un sport d'équipe où il faut sans cesse s'encourager entre partenaires. J'aime bien ça aussi. Mm-hmm. Alors, j'ai fait un petit tour à mon tennis club pour demander ce qui leur plaisait dans ce sport et on va pouvoir s'écouter quelques extraits. Ce que j'aime dans le paddle, c'est que c'est un sport ludique où on peut s'amuser peu importe le niveau qu'on a. C'est aussi un sport assez convivial parce que si je joue à 4, après c'est aussi un défaut de devoir jouer à 4 parce que il faut trouver aussi d'autres personnes avec qui jouer. Et d'un point de vue condition physique, je trouve que c'est aussi plus accessible à tout le monde, notamment comparé au tennis, où pour pouvoir jouer au tennis, il faut vraiment un bon niveau technique et aussi une très bonne condition physique. Ce qui me plaît dans le paddle, c'est d'abord la dimension semi-collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, mais on n'est pas non plus trop nombreux. Et d'une partie sur l'autre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit décider de rester avec le même partenaire pendant toute une session d'1h30 et dans ce cas-là, optimiser une tactique collective sur un aspect compétitif, ou à l'inverse, changer après un match et passer avec un autre partenaire. Et dans ce cas-là, on valorise l'aspect, on va dire, découverte, changement, variété. Et c'est aussi sympa. Donc cette alternance est très intéressante. La deuxième chose qui me plaît, c'est l'aspect non traumatisant du sport. C'est-à-dire que comparativement à d'autres activités sportives qui demandent beaucoup d'efforts musculaires et cardiaques, le paddle, en fait, c'est relativement soft. Donc à la fin d'une partie, on sait qu'on va être encore en bon état, qu'on va continuer à marcher. C'est pas comme quand on part faire un running. Tout va bien. On peut même enchaîner des sessions de paddle d'un jour sur l'autre, voire pendant 3 ou 4 jours sans forcément souffrir le lendemain d'un point de vue du corps. Et le dernier aspect qui me semble intéressant, c'est l'aspect tactique, parce que comme c'est un sport où on peut jouer avec les vitres à l'arrière, on peut taper contre ces vitres la balle, on peut renvoyer directement. Comme on est en binôme aussi, on peut tester pas mal de choses qu'on peut pas tester dans des sports plus directs comme le tennis. Et le fait que la vitesse de jeu soit pas très rapide, ça permet aussi de se préparer mentalement et d'avoir le temps d'imaginer ce qu'on peut inventer en cours de jeu. Et je trouve que d'un point de vue intellectuel, cognitif, c'est vachement intéressant, cette stimulation-là. En revanche, il y a un point qui est un peu plus délicat dans ce sport, c'est que en paddle, en général, les terrains sont positionnés à l'extérieur. Ça fait qu'on est soumis au vent parfois, à la pluie parfois. Donc, à moins d'habiter dans une région où il fait très beau, comme c'est la chance pour moi, on est parfois embêté par des changements de trajectoire de balle qu'on peut pas prévoir à cause du vent. Le paddle, qu'est-ce que c'est le paddle ? Alors, c'est un nouveau sport que j'ai découvert cette année. Ayant fait du tennis auparavant, j'ai tout de suite adhéré. Donc, j'ai vraiment aimé dès le premier jour. Donc, on en a profité pour s'inscrire en couple. Donc, du coup, ça nous permet de faire quelques matchs en mixte. Et honnêtement, on se régale. En fait, c'est une addiction.
tu réserves un cours, tu as envie de réserver un autre cours, et encore un autre cours. Puis on s'est mis un petit peu au tournoi. Donc ça fait 2 mois qu'on joue, mais on commence à faire des tournois. Donc c'est vraiment plaisant. Et il y a pas mal de ressemblances avec le tennis. Du coup, du moment où tu as déjà fait du tennis, je trouve que c'est très simple d'apprendre, on va dire, les premiers gestes du padel. Et puis, ça permet de passer un bon moment, de rencontrer d'autres personnes qui jouent au padel, et puis d'évoluer donc avec des niveaux supérieurs, etc. Donc, c'est assez sympa. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'on trouve quand même des filles jeunes, mais qui n'ont pas un excellent niveau. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour moi à trouver quelqu'un qui jouait, on va dire, du même niveau que moi. Je dis pas que j'ai un niveau excellent, attention, hein, mais c'était compliqué de trouver quand même des filles du même niveau. Mais une fois que c'est trouvé, on se programme des parties en fait toutes les semaines. Donc du coup, je suis assez contente parce que j'ai pu trouver 3 filles qui jouent à peu près comme moi. Et voilà. Donc c'est vraiment plaisant et puis je trouve que c'est une addiction en fait. Donc voilà, ne pas tomber dans le padel. Alors, sur le paddle, moi, ce que j'apprécie, j'ai pas mal apprécié le fait que, en fait, on s'y mette à plusieurs, tous à peu près au même niveau, et qu'on progresse tous ensemble. Même s'il y a quand même besoin d'une base un peu sur les gestes, quand même. Quelqu'un qui a jamais fait de sport de raquette, il va quand même avoir besoin de prendre les bases sur les gestes, mais sinon, on s'amuse assez vite, même si le niveau est peut-être pas encore tout de suite là. On peut s'amuser assez vite et faire des points sympas. Et puis après, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un groupe assez homogène qui progresse ensemble pour faire des points de plus en plus longs et où on se dépense de plus en plus tout en gardant le côté ludique un peu dans tous les sens du padel. Et aussi, on peut quand même bien se défouler dans ce sport, taper fort la balle à proximité de nos adversaires sans les viser, bien entendu. Voilà, pour moi c'est ça, c'est fun, on se dépense, pas trop non plus au point d'être mort juste après. Mais c'est le côté un peu ludique qui me plaît bien, ouais. Au tout début, ce qui m'a plu dans le paddle, c'est son côté accessible et ultra ludique. On peut tout de suite prendre du plaisir à jouer sans avoir de technique ni vraiment un physique de sportif. Et on se rend très vite compte, quand on commence à diversifier les partenaires avec lesquels on joue, de tous ces a priori qu'on avait au début. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Plus on joue, plus on se rend compte de la technique et de la possibilité qu'offre ce sport, d'un point de vue et technique et physique, et bien sûr compétitif pour ce qui me concerne. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, c'est cette capacité à devoir toujours se poser, réfléchir à ses coups. Il y a vraiment un aspect stratégique qui est dans aucun autre sport, je le trouve, enfin, du moins à mon échelle, et c'est pour ça que j'adore ce sport. Du coup, merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de me donner leur avis sur ce sport, et notamment à Thibaut, Cyril, Cyrielle, Pierre et Rémi, que l'on vient donc d'entendre. Et ce qui nous amène également à un aspect du sport que j'aime moins. Alors c'est l'esprit dans les compétitions à un certain niveau, ou même dans les jeux amicaux selon les joueurs, comme dans pas mal de sports d'ailleurs j'imagine. T'as énormément de joueurs qui s'énervent contre eux-mêmes, à taper leur raquette et à gueuler, à râler également contre leurs partenaires, à leur expliquer la vie. Et ça, vraiment, je supporte pas trop de voir ça. Moi non plus. Non, mais vraiment, enfin, toute plaisanterie mise à part, c'est un truc qui m'a tout le temps saoulé quand je jouais au foot ou tout ça. Les gens qui se prenaient vraiment trop au sérieux et qui engueulaient et qui étaient. Mais c'est ça, oui. Ça, c'était nul. Voilà. T'as des gens, ils jouent dans un petit tournoi de village ou quoi, et ils se croient dans un truc du Grand Chelem, quoi. Donc, faut un peu redescendre et. Moi, voilà, je joue souvent avec des amis de l'école de mes enfants, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais ça m'est arrivé de jouer avec des personnes du club que je connaissais pas et qui ont un peu cette mentalité-là, très compétitive, même quand c'est juste pour s'amuser, quoi. Et aussi qu'il ferait mieux de se regarder eux-mêmes avant d'engueuler leur partenaire quand ils ratent un point, quoi. Donc du coup, ça nous amène aussi à mon expérience en tournoi. Alors, je vais expliquer un peu le type de compétition qui existe. Donc, il existe des compétitions accessibles dès qu'on est licencié, dès que tu payes ta licence dans un club. Donc ça commence au P25, puis après tu as les P100, P200, P500, P1000 et P2000. Alors ces chiffres, en fait, ça correspond au nombre de points que la paire gagnante du tournoi va remporter. Donc 100 points pour un P100 par exemple, ce qui te fait monter ensuite dans le classement français. Et au bout d'un certain classement, par exemple, une fois que tu as atteint les 20 000 premiers français, mais bon, cette règle-là après bouge chaque année, tu ne peux plus faire de P25. Sinon, ils considèrent que c'est trop facile pour toi, une fois que tu es dans les 20 000. Alors après, j'ai un ami qui me disait que justement les classements, ça voulait pas dire grand-chose de toute façon et ça commençait à vouloir dire quelque chose une fois que tu te situes dans les 8000 premiers, quoi. Ça commence à être un peu plus sérieux, quoi. Et je veux bien le croire parce que même en perdant tous tes matchs dans un tournoi, tu peux quand même monter dans le classement juste en participant. Tu gagnes quand même des points, même si t'en gagnes pas beaucoup. Et quel est ton objectif ?
Mon objectif, je sais pas. Moi, j'aimerais bien être dans en dessous de 10 000. Je pense que c'est faisable. Bah, tu l'es en dessous de 10 000. Ah non, pas du tout. Ah, tu veux dire, enfin, je parlais inversé, quoi, ouais. Ah oui, en dessous de 10 000, alors je suis au-dessus de 10 000 du coup. Ouais, d'accord, ok. T'es dans la masse des gens, quoi. T'es dans les 91%. Non, je suis passé dans les 50% Des 91. Les 50 premiers pourcents des licenciés. Ouais. Voilà, j'étais dans les 30 000 à peu près. Mais bon, voilà, ça ne veut rien dire, puisque j'ai fait que 4 tournois. Donc, et les 2 premiers, j'ai tout perdu. Ah oui. Alors du coup, comme on jouait souvent justement au bout de quelques mois et que je voyais des vidéos de P100 sur YouTube, je me suis dit, on va tester avec mon coéquipier de l'époque. C'est des matchs en fait en un set de 9 jeux, sans avantage pour ce type de tournoi. D'ailleurs, ça c'est bien chiant et c'est assez difficile. Ce format sans avantage, ça nous a jamais trop réussi parce qu'on arrivait beaucoup à 40-40, mais on concluait pas. Donc on a perdu tous nos matchs 9-1 dans ces tournois, même si en termes de points, on était un peu plus égalitaire, quoi. Et quelques mois plus tard, on avait retenté un P25, donc ça c'est un tournoi plus simple d'entrée de gamme. Et là, effectivement, c'était plus de notre niveau, on avait gagné 2 matchs sur 4. Et plus récemment, j'ai fait un nouveau P25 dans mon club avec un nouveau coéquipier cette fois. Et là, on a terminé sur le podium, 3e avec 2 matchs remportés sur 3. Mais il y avait aussi moins d'équipes. Donc ça s'améliore, je vais refaire des P25 dans le coin, et pourquoi pas retenter des P100 ensuite, si je trouve un coéquipier assez motivé pour ça. Ah bah c'est bien, ça progresse, ça s'améliore. Et oui. En tout cas, moi, mon esprit, pendant que je joue, c'est j'aime bien blaguer entre les points, même avec les adversaires et tout. Alors, ouais. Du coup, c'est vrai qu'on reste un peu moins concentré que d'autres joueurs. On a peut-être moins la gagne, mais pour moi, le sport, ça doit juste rester un plaisir. Hein. Faut faire ça pour s'amuser. Oui, donc, t'as bien chambré. T'es un peu du type chambreur, quoi. C'est vrai. Je vais pas chambrer un adversaire en compétition. Pas en compétition. Par contre, un ami en match, oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, ouais, j'aime bien faire un peu des petits tournois comme ça pour tester un peu mon niveau quand même et essayer de me surpasser. Mais bon, voilà, si je perds un match, je vais pas m'énerver. Et voilà. Je sais pas si tu avais des questions. Est-ce qu'il faut savoir parler espagnol pour jouer le padel ? Disons que les coups, t'en as beaucoup qui sont... oui, les appellations sont espagnoles. Alors, si tu prends des cours, ils vont t'apprendre avec les mots espagnols. Mais bon, c'était pas une vraie question de toute façon. Bah si. Ah ouais. C'est mieux de savoir parler espagnol. T'es avantagé quand même. Tu peux dire « vamos ». Voilà, tu le dis tout le temps, toi. On te donne une claque aux fesses de ton partenaire. Là. Allez, vamos. Ah non. Ah, peut-être qu'on va commencer. Hein. Non, pour le moment, on fait juste des high five et des fist bump. Ah ouais, d'accord. Très moderne, tout ça. Et après, comment s'appelle un joueur de padel, d'ailleurs ? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que tennis, t'as un tennisman, padeliste, je sais pas. Ping-pong, c'est le pongiste ? C'est vrai, c'est tellement ridicule. Ouais, comme si tu jouais avec une éponge. Tu passes l'éponge, quoi. Et le padel, ça serait le padeliste ? Padeliste, on va regarder ça de suite. En direct live. Padelisto. Comment appelle-t-on un joueur de padel ? Ah il y a un consensus autour du mot padeliste, donc tu as raison. Bon, je dis padelisto parce que moi j'ai mis l'accent. Padeliste, en tout cas, c'est le plus répandu. Voilà. En tout cas, tu t'éclates et ça fait plaisir. Tu t'es complètement métamorphosé depuis que tu joues. Oh là là, t'as vu la masse musculaire que j'ai pris, c'est fou. Hein. Mais carrément, quoi. Voilà, moi j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire sur le padel, je pense. Peut-être qu'un jour je parlerai aussi de surf skate, hein, parce que je m'y suis mis aussi à peu près en même temps, même si ma progression est bien moindre en surf skate. Bah ouais, entre ça, tu joues aux jeux vidéo, tu lis des comics, oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? De la guitare, tu fais du padel, putain, t'as une vie, quoi, en fait. Ah tu sais, depuis qu'on a arrêté un certain podcast à succès, on a plus de temps. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps à préparer. Je le dis honnêtement. C'est vrai. Donc là, je suis venu les mains dans les poches et... Je vais te faire des quiz pour Papa Cool. Des quiz? Oh non. Tu avais encore quelque chose à rajouter ou pas? Moi, j'avais fait du tennis une fois dans ma vie. Ah bon? Seulement une fois? Peut-être 2 fois, je sais plus. C'était donc sur l'île de Rhodos, l'île de Rhodes en Grèce, qui a quelques encablures en fait de la Turquie. Eh oui. Ok, et il fallait que tu ailles jusque là-bas pour jouer au tennis? Non, on était en vacances avec mon papa. Il avait eu un boulot pour filmer en fait. C'était un genre de Club Med allemand. Ok. On était là, j'avais une dizaine d'années, non, un peu plus vieux peut-être. Ma sœur, elle devait avoir 6-7 ans, du coup j'avais 12 ans, un truc comme ça, ouais. Mais t'as pas 6 ans de... T'as pas 6 ans de plus que ta sœur? Non. Ouais, mais je devais avoir... Ah d'accord, les âges se rapprochent. Je sais pas quel âge elle avait. Ouais, 6 ans, donc bon, j'avais 10 ans, allez, hop. Et un matin, ouais, il m'avait inscrit pour faire du tennis, du coup, et il faisait chaud. Tu sais, c'est en Grèce, là-bas, en été, ça devait être au mois d'août, quoi. Oh mon Dieu. Ah ouais. Vous vous enduisez le corps d'huile d'olive et sous le... vous mettez torse nu. C'était ça, avec une feuille de vigne sur le sexe.
Et donc, je jouais comme ça. Je sais pas si j'étais tout seul même. Il y avait un prof aussi. Ah ouais, cours particulier de tennis, ouais. Et le type, à la fin de la séance, il m'a dit waouh, j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, il était bluffé. Et après, j'en ai plus jamais refait. J'en ai juste refait, si, avec notre copain Floun. Ah, d'accord. Et sa compagne. On en avait fait à Decathlon, là, tu sais. Ah bon? Du tennis ou du... Du tennis, oui. On avait loué une ou deux fois. Je sais plus si on avait fait une ou deux fois, mais on avait fait du tennis, ouais, avec Jouji aussi. On était allé à 2 contre 2, comme ça, c'était rigolo. Ah ouais, moi, il m'avait invité pour faire du badminton, parce qu'il savait qu'au tennis, je lui aurais mis la misère, sinon. C'est pour ça, ouais. C'est vrai qu'il m'a invité au badminton et j'ai dit oui. Et je dirais plus jamais oui, parce qu'il était vraiment désagréable. Il était un peu du style, tu sais, le style dont on en a parlé. C'est pas de lui. Non. En tout cas, ouais, vraiment, j'ai pris un pied, là, je me suis vraiment marré, c'était rigolo. Ah, c'est ironique. Ah oui. Mais c'est vrai que je le prenais un peu détente, quoi, tu vois. J'essayais juste de renvoyer la balle à la cool, quoi. Ouais. Et lui, il essayait de marquer un point sur chaque coup, donc c'était un peu difficile. Ah, ben ça... De prendre du plaisir, quoi. Mais bon. Ah, je l'excuse, il était jeune. Il n'avait pas encore d'enfant. Eh oui. Sinon, j'avais fait aussi une séance de handball. Ma maman m'avait inscrite au handball. Ok. Mais j'ai fait une séance et après j'ai arrêté et on m'a mis à la piscine. Enfin, à la natation. On m'a mis à la piscine. Essayer de me noyer. Ouais, je sais pas. Mais la piscine d'où tu tiens maintenant ton corps d'athlète. Tu rigoles, mais la piscine, franchement, j'en ai fait, je crois, 2 ans. Ah, c'est tout? Bah, je crois, 2 ou 3 ans, ouais. Ouais. Mais en plus, juste une fois par semaine, quoi, pendant 1 heure et demie, je sais plus. Ouais. Et franchement, ça m'a vachement développé. J'étais tout gringalé, après ça m'a un peu développé. Bon, je suis pas non plus musclore, mais j'ai gardé ça. Mais moi, j'ai fils qui a fait un stage, son premier stage de tennis là, pendant ses vacances, et il a beaucoup aimé. Ah. Et c'était chouette de le voir jouer. T'as eu la larme à l'œil, quoi. Il fait déjà beaucoup de sport, donc ce sera pas pour cette année, mais peut-être en stage de temps en temps, on le mettra comme ça. Et moi, j'aimerais bien, ouais, ça me plairait qu'il fasse du tennis, et peut-être même moi de m'y remettre avec lui, pourquoi pas. Est-ce qu'il est bigorexique? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est addict au sport. Ah, je sais pas, en tout cas, non, cette année, il fait 2 sports et une activité sportive. Une activité artistique. 2 sports et une activité sportive. Voilà, une activité sportive qui est en fait le culturisme. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bah c'est bien. Non, mais c'est vrai, les sports pour les enfants, c'est cool aussi. On va bien finir par inscrire Ezra quelque part, mais en tout cas, demain, nous allons faire le Kinderturnen. Qu'est-ce donc? On va juste dans un gymnase de collège, là, faire du sport pour enfants, là, où en fait... Ok. Et il aime pas, genre, l'escalade ou des trucs comme ça? Parce que moi, fille, elle adore. Hein. Alors, on en a pas fait encore. Il faudrait faire plus de trucs, mais... Et ils ont même fait en sortie avec leur oncle il y a 2 semaines, là, avec leur tonton. Oui. Ils ont adoré, ouais, en extérieur. Ils ont fait Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Ouais. Non, mais le sport, faut en faire. Moi, j'en fais plus, mais il faut en faire. C'est bon pour la santé. Tout à fait. Et manger des pommes. Oui, aussi. C'est bon pour les dents. Et sur ce, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Eh oui, une nouvelle fois, on s'est régalé, Ptid. Ah oui, c'était exceptionnel. Si notre podcast vous plaît, pensez à nous ajouter 5 étoiles sur Apple ou Spotify avec un petit commentaire ou sur votre app d'écoute si elle le permet. Et parlez-en autour de vous, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Vous pouvez retrouver Papa Cool sur Insta, @papacoolpodcast, papa au pluriel, cool au singulier, podcast au singulier. On te retrouve où sur les internets? Est-ce que tu as pensé à ta réponse? Vous pouvez me retrouver sur X où je commente l'actualité, notamment les élections américaines. Ah bon? J'ai beaucoup de choses à dire, et oui. Bah oui, t'as pas suivi? Ah mais j'y suis plus, moi j'y vais plus depuis que ça s'appelle plus Twitter. Oh, mais enfin. En tout cas voilà, donc super, enfin je suis vraiment satisfait parce que franchement le monde va changer. La guerre, enfin la paix va pouvoir revenir et... Ah bah oui. Moi je suis un homme de paix donc ça me va. Bien sûr. Ouais, donc tu as rien mis sur X, on est d'accord. Non, voilà, oui. D'accord. Je savais plus si c'était une blague ou pas. Ouais, je sais pas non plus si c'est une blague en fait ou pas. Ok. Et toi, on peut te retrouver où? Et moi, toujours sur Petite Comics sur Insta pour lire mes petits comic strips. Allez voir CBD, mettez-lui des likes. Oui, c'est vieux ça. Ouais, une référence. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, bisous. Salut. Bisous tout le monde et tout le monde aussi. J'ai aussi une petite aparté à faire, mon cher Ptid. Oui. Et un énorme mea culpa à nos amis de chez Lego. Ah. Aïe aïe aïe. Tu vois où je veux en venir ou pas? Non.
Eh bien, tu sais, je m'étais un peu plaint que dès le premier sachet, il y avait 2 pièces qui manquaient. Ah oui, je me souviens. Eh bien voilà, Tu les as retrouvées. je les ai retrouvées. Ezra te les a rendues. Une sous le lit des enfants Ouais. et l'autre qui est dans une autre caisse de Lego. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bref, du coup, je les ai retrouvées. Donc, j'ai fini par construire le Eldorado Fortress. Mhm. Et même le sachet neuf qui était ouvert et dont le contenu s'était déversé dans la boîte, eh ben, même là, il ne manquait pas de pièces. Donc, chapeau Lego. Oh là 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 là. Bravo, messieurs. Et si la prochaine fois, vous voulez bien m'envoyer peut-être, je sais pas, la Tour Eiffel ou le Titanic, par exemple. Ah, moi j'ai fils qui a demandé Notre-Dame pour Noël, je crois. Ah ouais, carrément. Mais attends, mais Notre-Dame, c'est un truc pour adultes. Oui, bon, tu sais bien qu'il sait faire. Il a fait Paris déjà. Oui, c'est vrai qu'il aime bien le contenu plus 18. Ouais. Voilà. Mais combien de pièces, c'est énorme ça. En plus, il sait même pas ce que c'est Notre-Dame, je suis sûr. Bah oui, il sait pas. D'accord. Ok, parfait. Bon, bah, Lego, on vous embrasse.